Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique de Natixis. Bon, la situation sanitaire s'aggrave. On a des hôpitaux qui sont de plus en plus saturés. On a des écoles au bord de la fermeture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette perspective peut-être d'un nouveau confinement plus strict dans les prochains jours. Cette troisième vague épidémique qui monte en France. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire là, tout ça? Le momentum n'est pas bon quand même. Oui, alors il y a deux inquiétudes. Il y a une inquiétude de court terme. Oui, je parle de celle-là. Qui est de dire que le deuxième trimestre dont on pensait qu'il serait en croissance positive va probablement être en croissance négative. On a une inquiétude aussi aux États-Unis d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une remontée du nombre de cas, apparemment avec des variants aussi qui arrivent aux États-Unis. Enfin, on a quasiment autant de cas en France. Oui, il y a 60 000 cas aux États-Unis, mais ils étaient à 40 000, ils sont à 60 000. Ouais. Et, enfin, il y a une inquiétude. Les autorités de santé américaines commencent à dire que c'est faire attention à un risque de troisième vague aussi aux États-Unis. Et en Europe, effectivement, la situation se dégrade. Bon, quand on regarde les prévisions, alors je sais que les prévisions des virologues, des épidémiologistes sont contestées, mais enfin, disons une marge d'erreur. On voit bien cette troisième vague. Elle était assez bien datée, ça commence mi-mars, et ça devrait se calmer avec la vaccination fin avril, début mai, voilà, donc on a quand même un mois encore. Malgré notre retard à l'allumage en termes de vaccination. Oui, parce que en Europe, en mai, on va arriver à des taux de vaccination qui commencent à se voir vraiment sur la dynamique, en particulier sur la dynamique. Le seul indicateur qui compte, c'est les entrées à l'hôpital, parce que tout le reste est biaisé. Voilà, mais on a un mauvais mois devant nous, ce qui veut dire qu'en termes pour l'économie, le deuxième trimestre sera sans doute en croissance négative. Avec un premier qui va être autour de zéro, ouais. Oui, probablement autour de zéro, et le second sans doute légèrement négatif. Donc en fait, la reprise économique en Europe, elle ne commence qu'au troisième trimestre. L'inquiétude de plus long terme... Je coupe, pardon, c'est intéressant parce que pour le coup, on a eu le gouvernement italien hier qui a sabré dans cette prévision de croissance qui était à 6 comme chez nous, à 4,1. Et qui est passé à 4. Donc là, on se dit les 6% de croissance prévus par le gouvernement. C'est une prévision qui a du plomb dans l'aile, pour le coup. Oui, alors cela étant, ça peut rebondir assez fortement au troisième, au quatrième trimestre. Donc second semestre. Mais ce n'est pas le premier trimestre. Mais il y a aussi l'inquiétude de moyen terme. Tous les médecins à qui vous parlez, voilà, ce n'est pas ma spécialité, mais je répète ce que j'entends, disent que plus on laisse circuler longtemps le virus à un niveau élevé, plus le risque de variant est élevé. Et que donc, ce que nous sommes en train de faire en Europe et en France en particulier, c'est prendre un vrai risque pour le moyen terme, c'est le risque d'apparition de nouveaux variants que les vaccins ne traiteraient pas, et donc qui reporteraient encore le problème, puisqu'il faudrait revacciner. Donc on sait qu'il y a un danger, ça s'appelle l'échappement. Le virus, si on le laisse se développer, a le temps, s'il est en circulation massive, d'avoir un temps d'avance. Voilà. Donc moi, pour l'instant, toutes les prévisions économiques sont basées sur l'idée qu'à partir du troisième trimestre, il n'y a pratiquement plus aucune restriction sanitaire. Est-ce que c'est vrai? Alors, peut-être que c'est vrai, mais point d'interrogation. Il me semble qu'il faut être prudent. En tout cas, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui s'est passé au Brésil, c'est bien de laisser partir l'épidémie et à ce moment-là d'avoir des variants, ce qui fait qu'on refabrique une vague épidémique alors qu'on croyait être débarrassé. Est-ce que l'économie française pourra se relever d'une troisième vraie mise sous cloche? Alors pour l'instant, on ne parle pas de mise sous cloche. Alors, on n'a pas encore des estimations finales. C'est demandé en tout cas par... Oui, probablement ce qu'on fait aujourd'hui coûte 8 points de PIB, à peu près. Sur un an? Non, enfin dans l'instant où on le fait. Spontanément. À l'instant où on le fait, on perd 8 points de PIB. On perdait 5 à peu près en janvier et février avec les mesures antérieures. Et là, probablement, on perd à peu près 8. Si ça dure un mois, vous voyez, c'est pas dramatique, Non, la vraie question, si vous voulez, maintenant on sait que le deuxième trimestre est perdu, Ouais. Donc la vraie question, c'est effectivement celle de notre capacité à nous libérer à peu près complètement de toutes les contraintes à partir du troisième trimestre. Si c'est le cas, honnêtement, la situation des entreprises, alors évidemment, il y a des secteurs très en difficulté, mais en moyenne, quand vous regardez les données, la situation des entreprises, c'est moins dégradé que ce qu'on craignait. Parce qu'elles ont fait beaucoup d'économies de coûts. Il y a une vraie baisse des coûts dans beaucoup d'entreprises, parce que les crédits qu'elles ont pris ont souvent comme contrepartie de la détention de cash. Ils ont été assez peu dépensés, parce qu'il y a eu un ajustement à la baisse de l'investissement, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le moyen terme. Mais quand vous regardez les situations de bilan, à nouveau, avec une grande hétérogénéité. Donc
Mais en même temps, si vous excluez uniquement les secteurs qui vont mal... Non, mais je regarde tout le monde, si vous voulez. Ben, si je regarde que Air France, bien sûr, c'est pas pareil. Mais si je regarde toutes les entreprises, la dégradation des bilans des entreprises est beaucoup moins forte que celle qu'on pouvait craindre. Et d'ailleurs, si on prend des indicateurs qui n'ont pas de biais statistique, le nombre de faillites d'entreprises, on a passé le pic. Le pic, c'était à l'automne 2020, et depuis, on a une baisse du nombre de faillites. Alors, ce n'est pas les statistiques des tribunaux de commerce qui sont complètement bizarres, parce qu'on a changé les règles, mais qu'on prenait des statistiques de marché, par exemple, sur les défauts, sur les programmes obligataires, vous voyez qu'on est en décrue. Pourtant, l'RMS nous dit qu'il y a 22, on en parlait hier avec le patron de BPI France, 22 000 entreprises qui ne sont pas viables et dont les faillites pourraient se matérialiser là dans les prochains mois. Oui, mais à nouveau, on avait 50 000 faillites, on est tombé à 30 000. Ouais. Donc si on en fait 20 000, si vous voulez, ça nous ramène juste au rythme de croisière. Ouais. Mais si vous voulez, cette statistique de faillite, elle est quand même assez bizarre, puisque on a changé les règles. Donc si vous regardez les taux de défaut dans le marché du high yield, qui lui est une statistique qui est toujours la même, donc c'est la proportion de petites entreprises, il faut bien sûr qu'elles aient un programme obligataire qui ont fait défaut. Le pire, c'était la fin de l'été l'année dernière. Et depuis, on a une légère amélioration. Et on a une forte amélioration aux États-Unis et une légère amélioration en Europe. Il y a cette question qui monte aussi, est-ce qu'il faut ou pas un second plan de relance pour la France? On se dit que c'est un sujet de campagne pour la présidentielle 2022 ou dès à présent, il faudrait commencer à en parler parce qu'après le gouvernement nous dit mais oui, mais il y a déjà un premier plan de relance qui est de 100 milliards, seulement 26 milliards pour l'instant ont été déboursés, décaissés, donc il faut déjà accélérer. D'abord, il faut comparer des choses comparables. Les 1900 milliards de Biden, ce n'est pas du tout la même chose que les plans de relance européens, parce que c'est du soutien aux revenus. On fait des chèques aux Américains. On fait des chèques aux Américains parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de chômage partiel. Et donc, nous, pas besoin de le faire chez nous. Nous, c'est fait. C'est dans le budget général des États. Je veux dire. Donc, ce qu'on appelle plan de relance, soit le plan européen, soit les plans nationaux, ça correspond plutôt à ce que Biden annonce qu'il va faire après, ce qu'il appelle lui un plan d'infrastructure. Et c'est là-dedans qu'il y a effectivement des infrastructures, mais aussi la transition énergétique, les nouvelles technologies, etc. Alors, la question, c'est pas est-ce qu'on en fait assez sur le soutien des revenus, parce qu'on en fait tellement. Mais au global. Sans comparer au global, ce qui est fait entre plan de relance, plan de soutien. Mais au global, entre Américains et Français, par exemple. Parce qu'il y a une divergence des économies. Oui, mais à nouveau, David, il faut être beaucoup plus précis que ça. Nous avons une progression du pouvoir d'achat des ménages en 2020. Alors que le PIB en France a reculé de 8, quelque chose %. Le pouvoir d'achat a augmenté d'1%. Donc peut-être qu'il y a effectivement quelques ménages, il y a des catégories de ménages qui sont passés dans les trous de la protection sociale. Et bien sûr, il faut le corriger au fur et à mesure. Mais quand on prend un nouveau... Et je ne nie pas qu'il y a des situations très compliquées chez des jeunes, chez des intermittents. Mais je prends le point de vue de la macroéconomie. Du point de vue de la macroéconomie, on a une progression du pouvoir d'achat en 2020, alors que le PIB recule de 8. Donc on ne va pas en mettre plus. Ça ne sert à rien de faire davantage de soutien des revenus. Alors qu'aux États-Unis, sans ces chèques-là, il y a eu effondrement. Oui, mais aux États-Unis, en 2020, le pouvoir d'achat fait plus 6 des ménages américains. Grâce aux chèques qu'ils ont reçus. Grâce aux premiers chèques qu'ils ont reçus, et ça va continuer. Donc on en fait pratiquement trop sur le soutien des revenus. Le vrai sujet, ce n'est pas le soutien des revenus. Le vrai sujet, c'est la croissance potentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas perdre de croissance de long terme, sachant que chaque récession, normalement, détruit... Enfin, normalement... Dans le passé, et pour des raisons qu'on comprend, détruit de la croissance de long terme. Parce qu'on détruit du capital, parce qu'on détruit du capital humain, qu'il y a des salariés qui perdent leur travail, qui doivent changer de profession, etc. Et donc, le vrai sujet, ce n'est pas le soutien des revenus. On l'a fait, à mon avis, on l'a presque trop fait. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on en fait assez sur ce qui va fabriquer de la croissance de long terme. Alors, ça pose un problème qui est assez profond et intéressant, si je peux avoir 20 secondes. Il y a tout ce débat sur les années folles. Les années folles, c'est pas simplement les Roaring Twenties, comme on disait aux États-Unis. C'est pas seulement que les gens ont flambé après la Première Guerre mondiale. C'est qu'on a eu l'apparition d'industries nouvelles qui sont devenues gigantesques en termes de débouchés et en termes d'emplois. Et en particulier aux États-Unis, c'est l'automobile et l'électricité, par exemple. Et c'est bien ça qui a fait la croissance de cette décennie. On peut rêver des années folles pour la décennie 2020. Et donc la vraie question des années folles, c'est pas est-ce qu'on va continuer à faire des chèques aux ménages, parce qu'à nouveau ça sert à rien. À un certain moment, les ménages ils stockent l'argent sur leur compte en banque. La vraie question, c'est est-ce qu'on est capable d'aider au développement de nouvelles industries qui sont toutes petites aujourd'hui et qui vont devenir très très grandes à la fois en termes de débouchés et en termes d'emplois créés. Alors, est-ce qu'on a des idées d'abord d'industrie de ce type? Ce n'est pas les nouvelles technologies au sens habituel. La IT, c'est petit. C'est 4% des emplois aux États-Unis, c'est 3% en Europe. Alors, il y a peut-être l'hydrogène.
qui peut devenir une grande industrie. Hein. Il y a sans doute toute l'industrie du bâtiment autour de la rénovation des bâtiments, de la rénovation thermique. Mais c'est ça la réflexion qu'il faut avoir. C'est est-ce qu'on fait suffisamment pour amener cette énorme expansion d'un secteur d'activité qui va être le moteur de l'économie, comme l'a été l'électroménager dans le passé, l'automobile dans le passé, etc. Et là, entre la France, l'Europe et les États-Unis, qui est le mieux placé? Les États-Unis, à nouveau, c'est pas la tech au sens GAFA, quoi. La tech au sens GAFA, elle a fait le plein, hein, honnêtement. Alors, il y a la voiture électrique, où il y a effectivement des développements, mais un peu partout, mais ça ne va pas être énormément... En tout cas, ça utilisera moins de salariés que la voiture thermique qu'elle remplace. Hein, donc, l'énergie renouvelable en tant que telle, alors il y a la filière hydrogène, qui est sans doute quelque chose qui... L'hydrogène, ça peut devenir la vraie énergie de demain. Ce qui remplacera le gaz liquéfié, par exemple, aujourd'hui. Hein. Peut-être tout va marcher à l'hydrogène, peut-être. Voilà. Mais il faut vraiment réfléchir comme ça, quoi, en disant, est-ce qu'on met assez d'argent public pour être qu'est le pays où ça va se produire? À l'échelon national ou à l'échelon européen? À l'échelon européen, parce que regardez ce qui se fait sur la batterie électrique, ça ne peut pas se faire à l'échelon national. Tout est européen, quoi. Donc c'est forcément à l'échelon européen. Après, vous posez un autre problème, je prends un exemple, qui est les éoliennes. L'Europe aujourd'hui, alors espérons que ça dure, fabrique 98% des éoliennes qu'elle installe. C'est le Ørsted. Et alors, il y a trois pays qui fabriquent des éoliennes en Europe, qui sont le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne. Donc, Vestas. Supposez que le fabricant danois devienne l'énorme fabricant européen d'éoliennes. Bon, c'est vrai que ça sera formidable pour l'Europe, mais pour les pays qui n'en auront pas, ils devront les acheter aux Danois, quoi. Donc évidemment, après, il y a des problèmes de redistribution entre pays. Bon, enfin, ça n'a aucun sens de raisonner au terme national, quoi. Il faut évidemment raisonner en termes européens. Voilà, donc c'est ça la vraie problématique année folle, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on met de l'argent public pour être ceux qui développeront l'industrie du futur? Mais l'industrie du futur, à nouveau, ce n'est pas quelques types qui font de la programmation, quoi. C'est quelque chose qui devient un gros secteur d'activité, quoi. Bon. Autre sujet pour le coup, alors on n'est pas dans le futur, on est dans le présent, les bons du Trésor américain. Je voulais aussi avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que ce serait vraiment, c'est ce que nous disait hier un expert, catastrophique que les bons du Trésor américain, les taux sur les bons du Trésor américain, aille rapidement dans la zone des 2%, qui paraît-il est un seuil important? Est-ce que vraiment on change de paradigme? Est-ce que vraiment c'est un game changer? Est-ce que ça pourrait créer une bascule sur les marchés actions? Ou est-ce qu'il pourrait très bien s'en accommoder? D'abord, il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. Il y en a ponctuellement. Il y a un rattrapage par rapport à. Il n'y a pas d'inflation. Enfin, je veux dire, les salaires n'accélèrent pas. Il y a énormément de gens qui ont perdu leur emploi. Alors pourquoi les marchés ont peur de ce retour de l'inflation? Oui, parce que les marchés ont toujours peur du retour de l'inflation après les récessions. Regardez, depuis 30 ans, chaque fois, l'année de sortie d'une récession, les marchés attendent de l'inflation et cette inflation ne se produit pas. Donc on a ça systématiquement. C'est une peur infondée. Il n'y a aucun risque d'inflation aux États-Unis. Encore moins en Europe. Alors on s'excite sur le prix du container, le prix des semi-conducteurs. Pour l'inflation, pour 95%, c'est les salaires. Hein. Et donc tant que vous ne voyez pas d'accélération des salaires, il n'y a pas d'inflation dans le tuyau, il n'y a pas d'accélération des salaires aux États-Unis, et il y a 10% des Américains qui cherchent du travail, quoi, hein. Donc il n'y a aucune raison que les taux longs, les rendements souverains. Voilà. Alors, mais après, il y a une croyance dans le marché que l'inflation va revenir. Alors pas une inflation extravagante, parce que le marché croit à 2,5% d'inflation. La Réserve fédérale nous dit 2,2, et la réalité, c'est peut-être 2. Voilà. Après, si les taux longs montent à 2, moi je pense que c'est plutôt bon pour l'économie américaine. Parce que d'abord, la croissance nominale cette année, elle va être à 8 ou à 9. Donc avoir des taux à 2 ou à 1,5 quand la croissance est à 8, honnêtement, ça n'a aucun effet sur rien. Sauf qu'avoir un peu de pente de courbe des taux, c'est bon pour les banques, donc ça aide à financer l'économie, c'est bon pour les fonds de pension. Voilà, et c'est quelque chose qui incite à prêter, quoi, je veux dire, à faire des financements. Et ça n'a aucun effet négatif sur rien dans un environnement où la croissance est entre 8 et 9, quoi. Donc honnêtement, la stratégie américaine et la Réserve fédérale partagent cet avis. La Réserve fédérale ne fera rien tant que les taux d'intérêt ne sont pas à 2. Parce qu'elle pense qu'on est mieux à 2 qu'à 0, quoi, hein, que c'est plus efficace, à nouveau. Parce et à 2, elle fait quoi alors? À 2, elle achète un peu plus de dettes, tout simplement, elle dit qu'elle n'a pas envie que ça monte plus, ça suffit
suffira, quoi. En même temps, si on voit que l'inflation ne revient pas... Si l'inflation ne revient pas, alors moi je pense qu'on va avoir un peu d'overshooting. Les taux ils vont monter, puis ensuite ils vont redescendre un peu parce qu'on verra qu'il n'y a pas d'inflation. Donc il n'y a pas d'angoisse à avoir sur non, il n'y a aucune angoisse à avoir. Américains. Mais alors le problème, c'est qu'on examine... Il faut quand même se poser la question du plan de relance. Donc il y a les 1900 milliards de Biden, plus les 3000 milliards à venir sur les infrastructures. Ouais. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que ça fait, ce truc-là? Et alors, ça ne fait pas d'inflation. Mais ce que ça va faire, et on le voit déjà, c'est une énorme dégradation du commerce extérieur des États-Unis. D'ailleurs, on a des enquêtes qui montrent que, d'abord, le multiplicateur est très faible. C'est quand même assez étonnant. Vous mettez 1900 milliards de dollars dans l'économie américaine, donc ça fait à la louche 12% du PIB, et on révise de 2 points à la hausse les prévisions de croissance. Il y a une grosse déperdition. Ça veut dire qu'on perd 10 douzièmes du truc. Mais oui, on perd 10 douzièmes du truc, parce qu'il y a un tiers de cet argent qui sert à acheter des actions, donc il fait marcher le marché, un tiers de cet argent qui sert à payer des factures en retard, et un tiers de cet argent qui sert à acheter des biens qui sont importés. Et donc vous avez une énorme déperdition, et il est vrai qu'une partie importante de cette relance va dans le reste du monde, avec l'énorme augmentation du déficit extérieur des États-Unis. Qu'est-ce que ça fait? Donc le risque, ce n'est pas de l'inflation, on peut le dire autrement. Tant que le déficit extérieur augmente, il n'y a pas d'inflation. Je veux acheter quelque chose, c'est importé. Les prix monteraient si je voulais l'acheter, puis je ne peux pas le trouver, etc. Mais je peux le trouver, on l'importe. Ouais. Donc ça fait, cette croissance va dans le reste du monde. Le problème, ça peut être que est-ce qu'on ne va pas avoir une tension mondiale sur l'épargne? C'est-à-dire qu'on ne risque pas d'arriver à un niveau de déficit public global qui est tel que mondialement, il n'y a pas assez d'épargne pour le financer. Première question. Et deuxième question, ceci va causer une augmentation gigantesque de la dette extérieure des États-Unis. Est-ce qu'il y a assez de demandes de dollars dans le monde pour absorber cette augmentation de la dette extérieure des États-Unis? Il y en a toujours eu. Alors, la demande de dollars dans le monde, c'est pas ce que c'était il y a 10 ans. Les seuls qui achètent des dollars aujourd'hui, c'est les Européens. Les Chinois n'en achètent pas, les Russes ont tout vendu, les Japonais en achètent très peu, les pays de l'OPEP en achètent très peu, etc. Donc c'est les Européens qui financent les États-Unis. Est-ce que les Européens vont continuer à financer sans limite les États-Unis en préférant prêter leur épargne aux États-Unis plutôt que de l'utiliser à l'intérieur de l'Europe? C'est pas sûr. Donc on a un vrai risque. Quand on voit le rendement du capital aux États-Unis, on se dit que quand même que c'est une bonne affaire. Oui, mais est-ce qu'un fonds d'investissement ou un assureur européen, à la fin, il ne va pas plutôt acheter la dette de la Commission quand la Cour de Karlsruhe la laissera émettre, plutôt que la dette du Trésor des États-Unis? C'est pas sûr. Donc on peut avoir un effet, mais qui serait un problème de financement du dollar, vous voyez. C'est plus intéressant que l'inflation. Et au global, sur la réponse monétaire, la réponse des politiques des banques centrales, pour vous, donc, il n'y a rien à redire sur ce que... Parce qu'elles nous disent pas tout à fait la même chose. On a toujours le même débat, David. Il faut comprendre par rapport à ce que raconte Stéphanie Kelton, par exemple, vous savez, la théorie monétaire moderne, qui ne s'intéresse qu'à l'inflation des biens. Donc elle dit, nous sommes capables de faire cette politique de déficit public gigantesque financée par la création monétaire sans qu'il y ait d'inflation. Il suffit d'arrêter juste avant qu'on soit au plein emploi, en gros, ce qui est vrai. Donc le problème, ce n'est pas l'inflation. Le problème, c'est qu'on a tout de suite des bulles sur les prix des actifs. Ouais. Les prix de l'immobilier, ils augmentent de plus de 10% par an aux États-Unis. Regardez ce que font les actions. Donc on sait éviter l'inflation. Donc on sait faire cette politique sans avoir de problème avec l'inflation habituelle, mais on ne sait pas faire cette politique sans avoir de problème avec les bulles. Et Jay Powell, dont on voyait la tête derrière vous, à une question il y a 3 semaines où on lui dit « Mais est-ce que cette politique ne va pas faire des bulles ?» Il répond « Oui, mais c'est au gouvernement à s'en occuper. » Ce qui est quand même... Oui, et c'est pas faux, pas entièrement faux. Donc l'idée, c'est nous, on pousse l'économie, théorie de la surchauffe, qui est une invention d'ailleurs de Janet Yellen, donc on continue. Donc on stimule l'économie tant qu'on peut pour arriver rapidement au plein emploi. Ça ne fait pas d'inflation, donc on est d'accord avec les gens de la théorie monétaire moderne là-dessus. Ça fait des bulles. Et le gouvernement doit s'occuper des bulles, par exemple, par les politiques de réglementation, par les politiques de fiscalité, etc. Donc ça veut dire que tout ça, c'est une histoire qui se termine mal. Tout cet argent, cette création monétaire, cette planche à billets qui tourne pour financer les déficits publics, pour injecter encore une fois des liquidités. Ça se déverse notamment sur les actifs financiers. Et au final, ça termine en bulle. Il y a 2 sujets. Il y a le sujet bulle. On vient d'en parler, voilà. On a des bulles. Mais on y est là. On y est. Ah oui, on y est. Partout. Ça va plus vite aux États-Unis qu'en Europe, comme d'habitude. Mais enfin, regardez les actions américaines, l'immobilier américain, ce qui commence à se passer sur l'immobilier en Europe, ce qui commence à se passer sur les actions européennes. Regardez le Bitcoin. Vous n'êtes pas à l'aise avec le CAC 40 à 6 000 points? Non, si, je suis très à l'aise. Mais quand il sera à 7 000, je serai moins à l'aise, quoi. Et puis, après, il y a un autre sujet qui est que nous nous accoutumons à vivre dans ce monde-là.
C'est ce qu'on vient de voir ces derniers jours avec l'affaire Crédit Suisse. Hein, vous voyez. Ouais. Dans ce monde-là, on met du levier d'endettement partout. C'est complètement optimal. Donc les entreprises... Parce que les taux sont bas. les taux sont très bas, donc les entreprises s'endettent pour acheter leurs actions, les fonds d'investissement, les hedge funds mettent énormément de levier d'endettement, on voit que les family office prennent du levier. Mais ils auraient tort de le faire puisque les taux d'intérêt sont les taux d'intérêt sont bas, donc vous avez intérêt à prendre du levier. Le rendement de l'equity est beaucoup plus élevé. La question c'est où sera... Voilà, la question c'est, nous sommes en train de construire une finance qui est totalement optimisé dans l'hypothèse de maintien de taux d'intérêt très bas. Mais ils vont rester bas. Voilà. Mais ça, donc là, non, mais la question, c'est est-ce que nous sommes persuadés que les taux d'intérêt vont rester très bas? C'est quoi c'est un 10 ans américain à 2 ou 3, aucun problème. Alors, le 10 ans américain à 2 ou 3, ça pose pas de problème. La question, c'est... Alors, on ne parle pas de l'année prochaine. Ouais. L'année prochaine, il sera peut-être même pas à 2, d'ailleurs, le 10 ans américain. Oui, mais dans 5 ans. C'est quoi le 10 ans américain? Dans 10 ans, bien malin celui qui sait, dans 10 ans, il y aura le vieillissement démographique, la transition énergétique, des relocalisations, etc. Donc peut-être qu'on aura 3% d'inflation et du 10 ans à 5. Du 10 ans à 5, c'est un désastre. C'est un désastre parce que, à nouveau, tous les comportements financiers se sont adaptés à des taux d'intérêt très bas. À nouveau, on a détruit la moitié des actions en 20 ans aux États-Unis. On a racheté la moitié des actions avec de l'endettement. Il y a du levier partout. Hein. Et donc, tout ça pour optimiser les cours de bourse. C'est complètement rationnel. Pour optimiser les cours de bourse. Voilà. Alors après, vous avez deux conclusions totalement différentes dont vous pouvez tirer. Il faut faire son choix. La première, c'est nous finirons par avoir une crise financière abominable au moment où les taux d'intérêt remonteront parce que tous ces comportements seront totalement inadaptés à un environnement de taux élevé. Et la seconde, c'est jamais plus les banques centrales ne pourront laisser remonter les taux d'intérêt à cause des conséquences de cette remontée. Et donc, on va avoir des bulles tout le temps et partout, puisque si les taux d'intérêt ne remontent pas, il faut comprendre qu'un environnement où les taux d'intérêt sont plus bas que la croissance fabrique forcément des bulles, puisqu'il n'y a plus de valeur fondamentale aux actifs. Quand vous calculez la somme actualisée des dividendes futurs, ça fait plus l'infini, puisque vous actualisez un taux d'intérêt. Voilà. Donc on ne sait plus calculer la vraie valeur d'un actif. Donc n'importe quelle valeur d'actif est convenable. Donc forcément, il y a des bulles. Donc voilà, on est peut-être en train de créer la crise financière XXL qui est impossible à dater, évidemment, sauf si les banques centrales vous aurez soit une... Alors à nouveau, ce n'est pas l'année prochaine. Là, on parle de l'horizon moyen terme. C'est 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien. Mais vous aurez soit une crise de la dette et du surendettement si les taux remontent, soit il faudra vivre avec des tonnes de bulles tout le temps, qui se baladeront sur toutes les classes d'actifs. Bon, d'ici là, on se sera reparlé, évidemment. Merci d'avoir été avec nous, Patrick Artus, donc conseiller économique de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, Patrick. Merci, David.